Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de ce 13h au Bénin, nous parlerons de la réouverture et la modernisation de CITES de Logossa. La Société des industries textiles du Bénin va donc reprendre prochainement ses activités. À suivre dans un instant l'appréciation et la joie des populations de cette cité située dans le département du Mono. Ensuite, la noix de cola existe sous différentes formes et couleurs. Elle est très prisée, notamment par les personnes d'un certain âge, appelée communément golo en langue locale fongbe. La noix de cola, vue à travers ses rôles et son importance, reportage à suivre. Enfin, ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour libérer les lieux au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, le visage des occupants mécontents à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Nous l'ouvrons justement par cette actualité. C'est parti depuis ce matin et ce jusqu'au mercredi pour le boycott des audiences sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été prise par le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin pour protester contre la garde à vue abusive et arbitraire, disent-ils, d'un avocat mercredi 21 septembre 2021, alors qu'il assistait un de ses clients interpellés, des faits que le Conseil de l'Ordre qualifie de violation délibérée des normes tant nationales, communautaires qu'internationales. L'Ordre n'entend pas cautionner une légitimation des violences et voie de fait contre un avocat dans l'exercice de ses fonctions. Voici un extrait de la déclaration lue ce matin par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, Prosper Aounou. Il est au micro de Herman Anyamboussou et Moufid Sabouran. Le mercredi 29 septembre 2021, un avocat a été sollicité pour assister un client interpellé et conduit vers ses magasins au PK 10, route de Porto Novo. Il s'est rendu sur les lieux aux environs de 16h50 où il a été interpellé par des individus ne portant aucun signe d'identification. Tandis que l'avocat avait décliné son identité et sa qualité, il a été cependant brutalisé, violenté. Son téléphone et son porte-carte contenant sa carte professionnelle arrachée et lui-même conduit manu militari au commissariat de police d'Ekpé. C'est dans ces conditions que le confrère a été gardé à vue dans les locaux du commissariat d'Ekpé de 16h50 à 23h10, sans qu'aucune charge ne lui ait été notifiée, pas plus qu'il ne lui a été permis de contacter les responsables de l'ordre, les membres de sa famille, encore moins un avocat, en dépit de sa demande à jouir de ses droits. Il aura fallu la descente du bâtonnier de l'ordre des avocats, alerté par un usager du commissariat suisse visé, de même que de plusieurs avocats informés, et après de vives et longues protestations, pour que le commissaire se décide finalement à libérer l'avocat aux environs de 23h10. Il faut rappeler qu'informé de la situation, le bâtonnier avait pris le soin de contacter les autorités judiciaires au fin de les déterminer à mettre un terme à cet abus de droit. À de rares occasions, dans l'exercice de la profession et à travers tel ou tel de ses membres, notre barreau a eu à subir parfois des atteintes à la liberté de la défense. Mais jamais, aucun avocat n'a été victime de violences et de voies de fait, suivies d'enlèvement et séquestration dans l'exercice de son métier par les forces de sécurité publique et pour cause. Les avocats, auxiliaires de justice, concourent par leur travail à la manifestation de la vérité et partant à la bonne pratique judiciaire par leur assistance aux justiciables, y compris à l'État et à ses démembrements. Ce qui est arrivé à notre confrère nous paraît être le début du commencement de la légitimation des violences et des voies de fait contre l'avocat dans l'exercice de la profession et partant de la ruine à terme de celle-ci. Cela va au-delà de l'atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession d'avocat dans notre pays. Et cet incident d'une exceptionnelle gravité survient, hélas, dans un contexte international où, en cette même année 2021,
pour la première fois, la République du Bénin vient d'être admise à siéger au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Eu égard à ce qui précède, l'Ordre des avocats du Bénin dénonce ces agissements attentatoires à la dignité, à l'honorabilité et la liberté de l'avocat, un des principaux acteurs du service public de la justice. En conséquence, l'Ordre des avocats du Bénin tient pour responsables les agents auteurs de telles violations ainsi que leurs commanditaires. En tout état de cause, l'Ordre des avocats du Bénin se réserve le droit d'engager telle poursuite judiciaire telle qu'il appartiendra afin de protéger ses membres dans l'exercice de leur profession et de sauvegarder l'état de droit. À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 6 novembre 2021 à la Cour d'appel de Cotonou, le Conseil de l'ordre s'est réuni à la maison de l'avocat et s'est penché sur cette situation. Tirant les conséquences de ces multiples violations à l'exercice de leur profession et prenant en compte l'appréciation de ces situations par l'ensemble des confrères au cours de la dite Assemblée générale extraordinaire, le Conseil de l'ordre décide du boycott par tous les avocats de toutes les audiences sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour, lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre 2021 inclus. Dans la suite de ce 13h au Bénin, le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 27 octobre dernier, a donné son accord pour la réouverture et la modernisation de la CITES de Lokossa. La Société des industries textiles du Bénin, SA de Lokossa, va donc reprendre prochainement ses activités. Une bonne nouvelle pour la population de cette cité située dans le département du Mono. Dans le reportage que vous allez suivre, Geoffroy Messon et Florent Dou nous amènent voir la réaction des habitants de Lokossa. Mercredi 27 octobre 2021, journée porteuse d'une très bonne nouvelle pour Lokossa, la cité de l'espérance. Dans l'après-midi, en effet, des informations issues du conclave hebdomadaire du gouvernement à Cotonou, il ressort que des mesures sont prises pour la réouverture et la modernisation de la CITES Lokossa. Un vent de bonheur s'est alors emparé des habitants de cette cité du sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Je ne peux que applaudir, sinon dire au gouvernement de Talon que bravo, que ça y est, on ne peut que le suivre. La CITES, Société des industries textiles du Bénin, a été créée le 7 mars 1987. Implantée au quartier Adjacobin, elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de tissus écrus, 100% coton et support d'impression de fancy. C'est toute la CITES qui le remercie. Tout Mono Koufo qui le remercie et tout le Bénin en particulier qui lui dit « Papa, grand merci ». C'est un acte qui vient de poser. Je dis merci beaucoup, que le Tout-Puissant le rende au centuple. Louis Ressou et Mathias Agboklo sont des anciens de la maison. Ils ont vécu la période faste de la société, tout comme sa décadence. C'est une très bonne nouvelle. C'est une grande joie pour nous, puisque nous étions à la maison il y a très longtemps et toutes nos activités ont coupé, nos enfants sont laissés pour compte. Et il y a quand même assez de décès, beaucoup de choses sont passées. La CITES Lokossa a écrit ses lettres de noblesse dans les années 1996 à 1998 et a initié la création de la compagnie béninoise des textiles CBT. La fermeture complète de l'entreprise en novembre 2004 avec le licenciement collectif du personnel est venu sonner le glas du développement de Lokossa. Parce que ça a freiné l'épanouissement de la commune de Lokossa et celle de l'arrondissement en particulier. Après la fermeture de la maison, ils ont mis sur pied un administrateur délégué. Et c'est l'administrateur délégué qui a commencé par tourner quelques machines pour pouvoir payer aux gardiens et les agents qu'ils ont laissés pour le service minimum. La CITES était le poumon de la ville. Elle faisait vivre la ville. Il y avait du travail. Chacun y trouvait son compte. Je vous dis que celui qui perd son emploi, s'il meurt, c'est même mieux. Puisque perdre l'emploi, ce que ça veut dire, c'est vraiment, c'est pas bon. La fermeture de cette maison a apporté
tristesse, désolation et pauvreté dans la ville et dans plusieurs familles. Des gens sont décédés à cause de cette fermeture. Nous avons perdu notre dignité et valeur. Des cas de valeur, mon corps. Avec la réouverture et la modernisation de la CITES, c'est l'économie locale qui sera boostée. Parmi les hommes et femmes natifs de la commune qui ont compris l'utilité de cette reprise d'activité, figure le député et ancien maire de Lokossa, Daklé Soso. C'est une joie immense qui m'a envahi au moment où j'ai appris l'information selon laquelle Lokossa, je veux parler de la CITES, désormais sera mise en gérance pour continuer ses activités et même aller au-delà de ces activités anciennes, régulières, c'est-à-dire la production de tissus écrus. Désormais, en dehors des tissus écrus, c'est que Lokossa pourra sortir des tissus imprimés. Cette réouverture officielle annoncée des portes de la CITES Lokossa est l'aboutissement de plusieurs années et actions de lobbying et de plaidoyer. C'est une activité qui est devenue aujourd'hui incontournable et s'adapte à l'évolution de la technologie. Il s'agit du métier de réparation de téléphones portables dans les coins et rues de Cotonou, Abou, Abomey, Calavi et partout dans le pays. On retrouve ces techniciens en GSM qui proposent le service et donnent satisfaction à leurs clients dont les téléphones connaissent des pannes techniques. Alors comment ce marché s'anime-t-il et comment ces techniciens sont-ils formés pour exercer ce métier? Le monde de réponse dans ce reportage signé Idrissou Boukari et Deron Pévi. Dans son atelier d'un peu plus d'1 mètre carré, Guy reçoit ses clients à ses jours de travail. 10 ans déjà qu'il mène cette activité de réparation de téléphones portables, smartphones, tablettes et autres. Mon Technopop 3 et l'écran est cassé. Je voulais changer ça. Lundi matin, à tour de rôle, les clients passent pour expliquer les dysfonctionnements constatés sur leur portable. Bonjour. Le technicien, lui, scrute l'appareil, pose le diagnostic et propose la thérapie adéquate. Voilà un téléphone qui a un problème de déblocage. Là, avant de débloquer, il faut que tu installes le logiciel de déblocage d'abord. Donc tu ouvres le logiciel sur l'ordinateur. En plus, tu connectes le téléphone, tu choisis le modèle, la marque et tu lances la flash. Et tu lances le déblocage. Cette opération dure 30-45 minutes, voire 1 heure pour soulager le client. Le métier s'adapte au rythme de l'évolution technologique pour être à la hauteur des attentes des clients. Les pannes fréquentes soumises à la réparation ont pour, entre autres noms, changement d'écran, reprogrammation, problèmes de bout de charge, de batterie, de micro et autres. Comme toute activité, les difficultés ne manquent pas dans cette corporation. La relation avec la clientèle est entretenue avec délicatesse, surtout sur la question du délai. C'est ça qui pose souvent des problèmes au niveau de notre métier. Parce que pour travailler, pour pouvoir détecter une panne sur un moteur, il faudra avoir donné le temps aux techniciens pour pouvoir détecter la panne. Donc, il faut qu'on donne beaucoup de temps aux techniciens pour pouvoir détecter la panne. Quand le client est pressé, parce que le client a seulement son téléphone pour pouvoir procurer son téléphone et lui donner la pression. La technologie, c'est très embêtant. Franchement, c'est quelque chose de très bizarre. Tu peux gagner 1 million aujourd'hui et demain dépenser 2 millions. C'est-à-dire, le client peut amener un téléphone qui s'allume normalement. Tu ouvres ça, le téléphone peut refuser de s'allumer. Donc, ça te donne, il vient avec une autre panne s'impose. Mais non, tu peux être en train de faire le travail, un autre travail et un autre problème peut survenir. L'écran peut se casser par exemple. Il y a des clients qui amènent leur téléphone ici, sachant bien que le téléphone ne s'allume pas. On n'arrive pas à allumer le téléphone. Ils disent que comme on a déjà démonté le téléphone,
que forcément on est obligé à réparer le téléphone. Il y a d'autres clients qui nous traitent vraiment de voyous. Il y a d'autres clients qui nous traitent vraiment de voyous, alors que tel n'est pas le cas. Il y a quelques années, la réparation de téléphones portables était menée par des bricoleurs, parmi eux des passionnés de l'informatique et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, le métier de service s'organise de mieux en mieux et les acteurs se professionnalisent. L'usage de téléphones portables étant devenu indispensable, ces dépanneurs sont aujourd'hui incontournables. Le téléphone, c'est comme un être humain. Tantôt, soit c'est maux de tête que tu as, ou c'est maux de ventre, ou tu as fait un accident. En tout cas, moi, je nous vois comme des docteurs. De la même façon qu'ils soignent les gens, nous on soigne les téléphones. Et le téléphone, c'est trop complexe. Beaucoup sont formés sur le tas, mais il y en a qui ont fréquenté des centres de formation spécialisés dans l'électronique. Et l'un de ces centres consacrés à la formation est celui qu'on retrouve au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. GSM Land Le Messie, qui a ouvert ses portes il y a quelques années à Cotonou. Plusieurs disciplines y sont enseignées. À GSM Land Formation, nous enseignons aux jeunes tout ce qui concerne l'éthique, tout ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication. Vous pouvez venir apprendre comment réaliser un site web, comment créer une application, la conception à la réalisation de l'application. Ça peut être une application mobile comme une application web. Vous venez faire l'administration réseau, la maintenance des ordinateurs, des portatives comme des unités centrales. Source de revenus complémentaires pour certains et activité principale pour d'autres, le métier de réparation de téléphones mobiles, smartphones, tablettes et autres est en pleine éclosion malgré son jeune âge. Il est porteur d'avenir selon ses acteurs. Aussi souhaite-t-il avoir des centres de formation facilement accessibles pour mieux former leurs apprentis et suivre des séances de recyclage réguliers. Nos apprenants ont repris le chemin des classes depuis le mois de septembre, vous le savez. Avant cette rentrée, il y a eu la période d'achat des fournitures aux apprenants. Une lourde responsabilité des parents d'élèves qui nécessite des moyens, sinon assez de moyens. Ce qui est de tradition, c'est qu'avant d'acheter ces fournitures, les apprenants présentent une liste à leurs parents, mais qui décident des fournitures à acheter en question. Pour en savoir, notre rédaction a interrogé les acteurs de l'éducation. Voici la réponse dans ce reportage de Clément Tchadé, Henri Ganti. Voici un exemple type de liste de fournitures scolaires adressées aux parents d'élèves de cet établissement scolaire. En ce début de la rentrée des classes, le directeur de l'école veille au gré après avoir rendu public les matériels nécessaires à acheter par chaque apprenant en fonction de son niveau d'études. Mais pendant cette période, une question revient chaque année. Qui décide de la liste des fournitures en question? Nous sommes actuellement dans les approches par compétences et donc tout ce qui est manuel à utiliser, cahier d'activité et autres là, c'est le ministère qui les fixe, qui, donne la liste et qui dit, voilà, tel manuel à utiliser dans tel cours. Et donc, on ne peut pas dire que c'est sur un coup de tête qu'un chef d'établissement se lève pour donner la liste des fournitures. C'est le ministère qui envoie ces listes-là aux divers, c'est-à-dire d'abord dans les directions départementales, et ces directions-là nous envoient ça maintenant au niveau des établissements publics comme privés, et on les met en exécution. Malgré cet encadrement par les autorités publiques en charge de l'éducation, la pratique semble être éprouvée à cause de certaines réalités de l'école actuelle. Une réalité que les acteurs concernés tentent de justifier. Les établissements, c'est vrai, vous allez constater que les listes de fournitures varient d'une école à une autre. Il y a certaines données qui sont prises en compte par certains établissements qui font qu'ils ajoutent un certain nombre d'éléments à cette liste-là. Cela m'amène à dire qu'à Saint-Clair, nous n'allons pas au-delà des listes que le ministère nous envoie. Les parents doivent savoir quels sont les ouvrages qui sont au programme et qu'ils doivent acheter pour leurs enfants. Et préoccupant parce que
il y a foison d'ouvrages, une panoplie d'ouvrages aux enfants, même quand ce sont des ouvrages. Face à cette pratique que déplore nombre de parents d'élèves, le secrétaire général de la COSI Bénin, averti de la question, propose une sensibilisation des acteurs pour éviter ce qu'il qualifie de dérive. Les chefs d'établissement à la recherche d'un enseignement de qualité restent campés sur leur position. Peut-être il faut revoir la façon dont, est-ce que c'est souvent pas connu de tout le monde. Et il faut que la DIPIC, le ministère, rende très tôt, au moins un mois à l'avance, n'est-ce pas, la liste des fournitures, des manuels scolaires qui sont autorisés. Hier, par exemple, c'était que l'enseignant doit élaborer des modèles d'écriture à tous les enfants. Aujourd'hui, c'est un peu contraignant. Donc, un établissement, par exemple, peut décider d'élaborer un cahier d'écriture qu'il met, n'est-ce pas, et à la disposition des parents d'élèves pour, n'est-ce pas, faciliter premièrement la tâche aux enfants, faciliter également la tâche à l'enseignant pour pouvoir bien aider ces enfants à mieux s'appliquer. Avant qu'un enfant ne s'inscrive ici, on essaie de lui faire un test. Le test nous permet de voir le niveau de l'enfant et avec le niveau qu'on a observé, on essaie de proposer des documents aux parents qu'eux-mêmes jugent nécessaires et ils achètent. L'État qui est responsable de la scolarisation des Béninois a pris la peine de pouvoir réglementer ce domaine-là. La liste est là, ce que l'État demande de faire, c'est ça nous faisons. Pour ce parent d'élèves rencontré devant une école de la place, la question des fournitures doit être analysée sous un autre angle. Là, on nous dit que il faut faire fréquenter les enfants n'ont qu'à aller à l'école. Tous les parents ne sont pas riches pour envoyer leurs enfants. Tous les parents ne sont pas riches. Mais c'est l'État qui nous disait tout ça, qui devrait en principe subvenir, soutenir les parents d'élèves. Malgré ces débats houleux qui existent autour de la liste des fournitures, les chefs d'établissement restent droits dans leur bottes et se lancent des défis pour la nouvelle année scolaire. Cependant, certains proposent des sanctions contre ceux qui exagèrent en termes de fournitures. On doit pouvoir les ramener, les rappeler à l'ordre. Moi, je voudrais recommander à d'autres établissements à faire comme nous. Nous avons dit, l'école est sacerdoce, ce n'est pas un centre commercial. Il y a des commerçants véreux qui vont chercher des livres, qui viennent vendre à ceux qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas que tel ouvrage ne sont pas au programme. Il faut qu'on sévisse. Avec ces pratiques, les pouvoirs publics doivent agir pour mieux encadrer le volet fourniture scolaire. Ceci afin de soulager les parents qui font face à de lourdes charges à chaque rentrée des classes. Je vous l'annonçais en titre, excepté la consommation, le fruit est utilisé à plusieurs autres occasions. La noix de cola existe sous différentes formes et couleurs. Elle est très prisée, notamment par les personnes d'un certain âge, appelée communément golo en langue locale fongbe. Cette forme de noix de cola se distingue du cola Garcinia Aroué. Elle intervient dans nombre de domaines, notamment les consultations, libations, le baptême, la dot ou autres. Outre ses caractéristiques thérapeutiques, le golo joue aussi un rôle spirituel. C'est un messager entre le monde des vivants et celui des esprits. La noix de cola a vu à travers ses rôles et son importance. C'est un reportage de notre équipe régionale de Boycon. La noix de cola. Il en existe sous plusieurs formes et de différentes couleurs. C'est un fruit populaire qui se vend dans nombre de marchés au Bénin, du continent et même à l'international, appelé communément golo ou banja. La noix de cola porte également d'autres noms selon la langue ou le pays. Les bonnes dames et autres marchands qui commercialisent ce fruit s'en procurent la plupart du temps dans la sous-région. Parce que graine du colatier représentée par le cola netida ou le cola acuminata, le golo se distingue du aroé, le Garcinia cola. Il est de la famille des Sterculiacées, très prisé,
En Afrique, les terres propices à sa germination et à son développement se rencontrent dans les régions centrales, occidentales et dans les forêts tropicales. Consommée depuis des générations, cette forme de noix de cola est appréciée par beaucoup de personnes à cause de ses nombreuses vertus. Di asmo do mo di ko do mo no blomo nu yi amo ko do po we ame mais de très souvent on clo je no du très souvent clo je no du e lo aton a so mo ko to nu yi. La cola, dans son nom en fongbe, on l'appelle glo. Ça veut dire que ça nous protège. Ça nous protège contre beaucoup de choses. La cola ça fait beaucoup de protection à l'homme. Donc, l'esprit Vodou-Tron utilise la cola pour sauver ses adeptes. Et celui qui mange la cola, il a la protection divine. En plus de ses caractéristiques thérapeutiques, la noix de cola est aussi appréciée pour ses effets stimulants à cause de sa forte teneur en caféine, 1 à 4%. Consommée fraîche ou débarrassée de cet tégument, elle est longuement mâchée et développe d'abord une saveur astringente et amère, puis sucrée. Symbole de bienveillance, le golo tient aussi une place importante dans les us et coutumes. Selon certains anciens et autres dépositaires de la tradition, cette noix de cola intervient dans les consultations, les libations et autres rites spirituels et traditionnels. Chez les musulmans, par exemple, elle est aussi présente lors du baptême, du mariage ou même de la dot. Masala sisi mele lo no san me be habitant fo bo ene mi mo ton be ro vie o ele nu kon kro o vie o e jo an blo nde tin bo re ko lo nu lo mi ka blo o e yi gbe a e fele ne je o lo be ko nko me nu we ko ndo nu we je we o e yi gbe ne vi je fino kro lo je fino je we kro go mi atakun je mi amo mo ma ko we mo di go nko. La cola, c'est aussi un messager qui se situe entre nous hommes et le fétiche tronc. Si aujourd'hui tu as un problème, le fétiche tronc peut te demander de lui donner un nombre ou bien une quantité de cola et qui va te servir là comme un sacrifice. Et lui, quand il prend ça, il prend ces colas pour régler tes problèmes avec. Le fruit cola, c'est un fruit sacré. Ça a trop de puissance. D'ailleurs, quand tu le prends, ça a la couleur jaune ou verte, mais quand tu mets tes ongles dedans, quand tu le divises en deux, quelques minutes après, ça devient rouge. C'est comme s'il y a du sang dedans. C'est un fruit mystérieux. Naturellement, c'est un fruit que Dieu a béni. Il a donné la puissance. Et quiconque qui peut utiliser ce fruit-là aura les bénédictions de ce fruit. En toute chose, c'est la cola qui est au premier plan chez l'esprit tronc. C'est sur ça que l'esprit même est basé. Existant sous plusieurs couleurs, blanchâtre, rouge ou jaunâtre, cette noix de cola peut avoir une forme arrondie, ovale ou quelconque. Elle est consommée de préférence fraîche et d'ailleurs, pour la maintenir dans un état hydraté, les bonnes dames vendeuses l'aspergent régulièrement d'eau ou la recouvrent de tissu mouillé. Bien d'autres astuces sont également utilisées pour toujours garder la noix de cola fraîche. D'autre part, il existe des saisons pendant lesquelles le fruit est abondamment disponible et à bas prix. On s'intéresse à présent au balafre de la cour royale de Djougou. Il s'agit bien entendu de ces traces caractéristiques que l'on remarque sur le visage et d'autres parties du corps des princes de la cité, des Pétoni, Nura et Atakora. Dans ce reportage, nous avons pris le temps de l'explication pour comprendre et mieux comprendre la signification de ces cicatrices du palais royal de Djougou.
On les reconnaît par leurs cicatrices raciales sur les 2 joues, sur le ventre et sur les 2 bras. À Djougou, tout comme dans les localités environnantes, on les appelle communément Kbenze en langue locale d'Indi parce qu'ils sont descendants des 3 lignées princières, à savoir Atakura, Nyora et Kwetoni. De ce fait, ils sont tous dignitaires du palais royal de Kilir à Djougou. Dans leur communauté, ils se distinguent des autres membres par leur balafre. L'origine de ces cicatrices royales remonte à leur ancêtre Gouroumantier qui est venu à Djougou ici et qui a créé la royauté Gouroumantier de Kilir. Parce que lui l'emportait. De son village au Burkina, il portait ces cicatrices-là. Et quand il a eu des enfants ici, il a transmis ça aux enfants. Et c'est ça que, quand ils ont pris la royauté, ça s'est perpétué de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces cicatrices-là, c'est les princes seuls qui ont ça. Si tu n'es pas prince, tu ne peux pas avoir ça. Il y a des cicatrices qui passent sur toute la longueur de la joue. On fait 3 cicatrices sur chaque joue pour les hommes et 4 pour les femmes. Les grands disent que avant, maintenant ça ne se fait plus. Si vous n'avez pas ça, vous êtes prince, vous n'avez pas ces cicatrices-là, ça va jouer après sur vous. Dans votre vie, ça va jouer. Et il vaut mieux alors le faire. Ces traits distinctifs des princes de Djougou leur ont été légués, selon les informations, par leur ancêtre commun à Tchoukouma, venu du Burkina Faso. À l'origine et conformément à la tradition, c'est lors de la fête annuelle de la Gani que le jeune prince devrait être scarifié. Mais avec l'avènement de l'islam, cette tradition a été bouleversée. À l'origine, c'est au moment de la Gani qu'on fait ça aux petits-enfants, aux princes et aux princesses. Mais par la suite, les gens ont commencé par faire des dérogations. Il y en a qui, avec l'arrivée de l'islam, qui, le jour du baptême, font en même temps les cicatrices. Mais à l'origine, c'est à la Gani. Et dans les cérémonies de la Gani, les enfants sont cicatrisés, ont des cicatrices. Mais par la suite, ils ont un peu suivi l'islam et le jour du baptême, le 8e jour de la naissance, on fait ça aux enfants. Par la suite aussi, il y en a qui choisissent un jour au hasard, surtout pendant l'harmattan. Parce que pendant l'harmattan, les plaies sèchent vite. Actuellement, on ne respecte plus la date de la Gani. Chacun fait comme il veut. La tradition a été mise de côté. Et je peux dire qu'actuellement, il y a des princes même qui ne font plus de cicatrices à leurs enfants. Longtemps considéré comme un identifiant distinctif et source d'honneur chez le prince au sein de la communauté, les balafres royales sont de plus en plus abandonnés. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation. Il y a d'abord la religion qui trouve mal indiqué comme à la cicatrisation. Il y a aussi les frustrations. Par exemple, quand nos enfants vont en Europe ou quelque part, les gens les prennent pour des barbares, quelque chose comme ça. Sans compter, la colonisation. Quand les colons sont arrivés, ils ont trouvé nos parents avec des balafres, tout ça là. Bon, pour eux, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Donc c'est là que je parle de sortes de frustration, qui sont les causes réelles de la cicatrisation. C'est un peu ça. Les causes, il y a l'évolution, l'école. Les gens qui ont été à l'école ne jugent pas nécessaire de faire des cicatrices à leurs enfants. Deuxièmement, il y en a qui n'accordent plus d'importance à ces cicatrices-là. Pour eux, ce n'est pas tellement important. Ils ne pensent pas qu'un jour, les enfants seront candidats pour être rois. Donc, ils abandonnent. Bon, disons que c'est la modernité qui a amené tout ça là. Par le passé,
aucun prince ne pouvait se passer de ces balafres royales qui représentaient aux yeux de la société une valeur culturelle indéniable. Aujourd'hui, certains l'ont complètement abandonné. D'autres, par contre, sont restés attachés à cette tradition ancestrale. Dans leur rang, Issaou Moustapha, la quarantaine révolue, père de 4 enfants. Tous mes parents portaient ça. Mon aïeux, mon grand-père, jusqu'à mon papa, moi-même, on me l'a fait. Et de ma vie, tous les enfants qui ont passé par moi pour venir dans la vie. Donc quand ça va couper, ces mêmes balafres-là les attendent. Donc c'est la tradition, on ne peut pas s'en passer, il faut le faire quand on sait qu'on est digne de cette tradition-là. Pour montrer la différence qu'il y a entre tel ou tel. Je suis fière de porter mes cicatrices parce que c'est ma réputation. C'est cette cicatrice-là qui signifie ma lignée, quoi. Je suis de la famille Péteni et c'est les cicatrices-là qui font que je suis fière d'être telle que je suis aujourd'hui. Moi, dans la maison de mon père, ça continue. Ça continue toujours. Mais d'autre part, il y a les jeunes de maintenant là, qui n'aiment pas les cicatrices. Avec la menace de disparition progressive qui pèse sur cette pratique, aucun effort sur le terrain pour amener les princes à prendre conscience. Première victime collatérale de l'abandon de cette pratique, les coiffeurs et exciseurs traditionnels, encore appelés Wanzam en Dindi. Dans un passé récent, ils ne vivaient que de ça. Mais aujourd'hui, avec l'abandon de cette pratique, ils ont dû ranger couteaux et plateaux traditionnels au placard. C'est difficile. Nous traversons, maintenant c'est la traversée du désert. C'est difficile, on est en train, on fait avec, on va au champ, et puis c'est tout, hein, pratiquement. Et un peu de commerce. Parce qu'il faut avoir une deuxième corde à son arc. Mais notre métier là doit être revalorisé, réhabilité, et l'État doit avoir son œil, nous aider pour l'épanouissement de ce métier de Wanzam, des coiffeurs traditionnels. La modernisation et surtout la stigmatisation, autant de facteurs endogènes qui expliquent l'abandon progressif des balafres royales, autrefois source de fierté et de dignité chez les princes de Djougou. Mais avec la perte progressive de cette valeur culturelle et identitaire, l'on est en droit de craindre dans les tout prochains jours une fragilisation, voire une désintégration des 3 lignées princières de Djougou. Et pour finir cette édition, cette sommation résonnait déjà dans les titres de ce 13h au Bénin. Les occupants du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou sont sommés de quitter les lieux, et ceci au plus tard le 31 décembre 2021. C'est une décision du gouvernement qui prévoit ériger sur les lieux un complexe artisanal. Une de nos équipes de reportage est allée apprécier l'ambiance au sein des occupants et autres usagers. C'est un constat de Narcisse Alossé, Rachidi Soubérou. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou dans la matinée de ce mercredi 29 septembre 2021. L'ambiance apparemment est habituelle, mais derrière, les occupants ruminent encore une nouvelle apprise 24 heures plus tôt de la bouche du directeur du centre. Ils vont nous donner 3 mois pour déguerpir de cette lieu. 3 mois pour débarrasser le plancher, pas plus. À en croire certaines indiscrétions, l'État a annoncé un projet qui prévoit l'érection d'une galerie d'art, d'un village artisanal et d'un pôle sportif. Seulement, certains occupants disent avoir reçu la nouvelle comme un coup de massue. Ah, ça nous a surpris. Et que depuis hier, nous sommes vraiment dépaysés. Vous avez dit aux gens, à 31 décembre, vous allez quitter ici pour aller où? Normalement, si nous dit de quitter, il faut aller dans tel endroit. Là, depuis hier, on ne comprend plus rien. Vraiment, jusqu'à présent,
je n'ai rien on n'a rien pour le moment dans la tête, parce que c'est une surprise. On a réussi ça mal. En revanche, d'autres usagers des lieux semblent admiratifs de l'État et de sa décision. Plus loin, ils en expriment le bien fondé. Vu l'âge de la maison, vu la vétusté des lieux, vu l'insalubrité qui reste pour un pays du monde, il est temps qu'on agisse à réformer cette maison. Réformer une maison vieille de plusieurs décennies et qui fait aujourd'hui face aux réalités de la modernité. Mais ce sur quoi l'unanimité est faite ici, c'est des mesures d'accompagnement après le déguerpissement. Nous demandons toujours au chef d'État de regarder un peu que nous sommes toujours des citoyens béninois. L'État n'est pas quand même si mauvais comme ça, de venir nous dégrimper sans nous changer de place. Et nous les artisans, nous les promoteurs d'art, nous restons dans une grappe, c'est-à-dire dans un groupe. Sinon, nous ne vendons pas. Ce n'est pas un produit où, quand tu vas t'extirper et tu te mets à quelque part dans la vie, tu prends une boutique seule, tu vas vendre. Non. Nous avons le devoir de rester ensemble. Et on va nous retrouver à tel point. Si l'État nous enlève, c'est une bonne chose. Qu'on dit seulement, vous devez partir le 31. Mais déjà, le 20 novembre, on nous dit, votre nouvel atterrissage, c'est tel point. Ensemble, ils plaident pour leur relogement le temps des travaux de rénovation afin de préserver cette vitrine du tourisme béninois. Parce que l'artisanat, c'est quelque chose qui est consommé par les étrangers. Et rares sont des Béninois qui achètent des objets d'art. C'est consommé par les étrangers. Et quand les touristes ils descendent, ils vont à l'hôtel. Leur deuxième destination, c'est le centre de promotion de l'artisanat pour voir ce qui se fait dans le pays et acheter certaines choses. Enfin, des cris de cœur lancés pour, ont-ils dit, éviter des difficultés d'ordre social. Il y a des familles derrière nous. Si vous voyez une personne, peut-être il a une femme, des enfants, il a peut-être son père, sa mère, il a des frères. Vous connaissez en Afrique, si quelqu'un se débrouille un peu, il a le devoir d'aider un peu ses frères, ses cousins. C'est comme ça se passe chez nous. Donc, celui qui est un peu mieux placé, qui aide les autres, s'il est paralysé, les autres sont morts. Les autres sont morts, ils sont cadavres. Même si le chef d'État veut que les artisans deviennent des aides-maçons pour accélérer le trajet, moi je leur demanderai d'aller aider pour que ça termine très vite. Pour sauver leur unité de production, ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Et entre les sentiments d'amertume et d'anxiété nés de cette décision de déguerpissement, nombre d'entre eux ont encore le cœur à l'ouvrage. Avec le contexte sanitaire, les touristes, eux, y viennent au compte-gouttes. Mesdames et messieurs, voilà, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.